Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Et ce soir, la rédaction accueille Laetitia Pau, professeure de lettres au LEP de Kahani. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour la première fois, les élèves mahorais participent au concours de plaidoirie qui existe depuis maintenant 16 ans. Et oui, à Mayotte, 2 élèves se sont particulièrement illustrés. Ils sont en ce moment en train de travailler sur une thématique dont vous nous parlerez tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de cette rencontre entre l'intersyndicale et le préfet. À l'ordre du jour, notamment l'attractivité du territoire. Vous nous en direz davantage dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 30 novembre. Le grand stade de Cavani verra-t-il le jour? La question se pose une nouvelle fois aujourd'hui après les révélations d'un élu concernant un énième scandale financier. En effet, les travaux pourraient coûter 115% plus cher que les prévisions initiales. Plus d'explications dans votre journal. Délinquance et violence sont devenus des fléaux sans pareil à Mayotte. Les établissements scolaires sont notamment la proie de multiples agressions et autres règlements de compte. Une situation qui n'a que trop duré pour des parents d'élèves réunis ce matin devant le collège de Chiconi. Ce week-end, la 22e et dernière journée de DHT s'est déroulée sur le terrain de Passamenti. Les Verts de Rosador ont affronté les Bleus des Enfants de Mayotte pour un match synonyme de montée en DH. Au terme d'une rencontre relativement terne, ce sont finalement les joueurs de Passamenti qui se sont imposés. Résumé à la fin de cette édition. Le futur stade de Cavani est un projet qui n'en finit pas de faire parler de lui. La structure est laissée à l'abandon et chaque jour, des dizaines de riverains foulent la pelouse qui ne cesse de se dégrader. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle ombre vient s'ajouter au tableau. En cause, en effet, un scandale financier qui relève une fois de plus les fréquents dysfonctionnements dans la gestion des coûts de construction. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Si le président du conseil départemental se montrait rassurant quant à la bonne réalisation de l'équipement sportif de Cavani, un nouveau scandale financier s'y rapportant vient d'être dénoncé. En effet, pour éviter les dérives dans la gestion des coûts de construction, une loi dite MOP oblige les acheteurs publics à passer 2 contrats distincts, un marché de maîtrise d'œuvre et un marché de travaux avec les entreprises. Dans le cas du stade de Cavani, le coût prévisionnel était de 6,5 millions d'euros. Or, selon un élu de la majorité, le montant réel des travaux avoisinerait aujourd'hui les 14 millions d'euros, soit un écart de 115%. Vous parlez de 14 millions d'euros dans votre article. Ceux-là, les élus n'ont pas encore été sollicités là-dessus. On verra, nous avons une commission, nous avons une séance plénière le 10 prochain. La dernière de l'année, a priori. La dernière de l'année. Peut-être que nous serons sollicités sur un nouveau plan de financement. Mais dans tous les cas, ce sera vraiment dans l'exercice 2016, dans le budget 2016, que devront être figurés le déploiement de l'investissement souhaité sur le stade de Cavani. Le département ne se serait jamais engagé sur un montant prévisionnel de travaux arrêtés par avenant avant le lancement du marché. Pourtant, le conseil départemental ne demande pas au groupement de maîtrise d'œuvre la reprise gratuite des études, pas plus qu'il ne déclare le marché infructueux, comme cela est prévu dans le cadre d'un dépassement supérieur au seuil de tolérance qui aurait dû être de 5%. Pour un représentant associatif habitué à côtoyer ce terrain, la population en pâtit du manque de rigueur des élus. Le monde associatif et plutôt le monde sportif est vraiment triste depuis qu'on nous a dit qu'il allait y avoir des travaux qui allaient être mis en place sur le fameux terrain départemental de Cavani. Et ça fait quelques années quand même qu'on attend. Moi je me demande juste si les élus ou les personnes qui sont censées décider pour ce chantier, ils passent de temps en temps voir le soir comment... il y a une foule immense, il y a un nombre immense, une grande part de la population qui vient fréquenter ce stade alors qu'il n'y a pas d'infrastructure. Moi j'aimerais bien juste qu'ils viennent un soir voir comment les gens s'intéressent à cette infrastructure pour vraiment prendre la mesure de ce qu'ils peuvent offrir un peu à la population parce que les gens vraiment ils sont en train de souffrir par le manque d'infrastructure et par la prise d'otage qui a été faite au niveau du stade de Cavani parce qu'il était là et on l'a pris en otage en nous disant qu'il allait être refait et puis ça fait quelques années qu'on attend. Ce projet de stade semble être le reflet de nombreux autres à Mayotte. Beaucoup d'administrés ont en effet l'impression que rien n'avance, faute de volonté politique, voire de compétences des élus.
Nous, à la base, on a été contents quand on nous a annoncé qu'ils allaient détruire pour faire autre chose de mieux. Sauf que c'était détruire pour détruire. On a juste l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a aucun projet d'avenir pour Mayotte. Donc depuis qu'on on a un département à part entier, tout est fini. On a l'impression que le département, c'était un objectif à atteindre. Et puis depuis qu'on l'a atteint, il n'y a plus rien. Donc on aimerait vraiment que nos élus aujourd'hui nous proposent un vrai projet d'avenir, un projet de société, un projet sportif, un projet d'abord pour la jeunesse de Mayotte. Parce qu'elle attend et elle souffre en attendant. Suite à l'article paru ce matin dans France Mayotte, la préfecture s'est fendue d'un communiqué. Elle y explique que le Centre national du développement du sport investit à Mayotte, notamment en ce qui concerne le dossier du projet de complexe sportif de Cavani. Celui-ci faisant l'objet d'une nouvelle et exceptionnelle demande de prorogation à hauteur de 3 999 800 € pour un montant subventionnable de 9 399 291 €. De quoi éteindre l'incendie, à suivre. À noter que l'intégralité du temps de parole de Daniel Zaidani sera disponible à la fin de cette édition. Vendredi dernier, le préfet a réuni l'intersyndicale pour évoquer la thématique de l'attractivité du territoire. Les représentants syndicaux lui ont une nouvelle fois exposé leurs revendications en attendant l'arrivée sur le territoire des futures missions gouvernementales. Et si pour certains, cette réunion pose les bases du dialogue social, pour d'autres, les discussions tournent en rond. Un sujet signé Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Vendredi, une nouvelle réunion avec le préfet aura eu le don de décevoir certains représentants de l'intersyndicale. La thématique de l'attractivité du territoire a été abordée, mais le représentant de l'État aurait beaucoup évoqué les investissements en matière d'infrastructures réalisés par le gouvernement, là où les syndicats réclament du personnel qualifié. Le secrétaire départemental du SNUPP, Rivo Malala, raconte au Dravelo, se dit une nouvelle fois frustré par l'avancée des débats. De toute façon, on n'était pas convaincus, on était sûr qu'il n'allait pas encore avoir d'informations nouvelles. On était surtout frustrés de devoir encore réitérer, redéfinir nos revendications, alors que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que nous avons écrit à plusieurs reprises au préfet et au gouvernement nos attentes en matière d'attractivité et les mesures qui devaient être prises concernant l'attractivité du département. Maintenant, on y a été. Là où on a été encore une fois frustrés, c'est le fait de nous retrouver en réunion avec des représentants du MEDEF, de la CAPEB et d'autres syndicats qui n'ont pas appelé à la grève. Et on ne voyait pas la pertinence de leur présence. Donc on est reparti de là avec rien du tout et on verra bien la suite, mais ce n'était pas pour nous satisfaire cette réunion. Pour le secrétaire départemental de Force ouvrière, le discours est plus mitigé. En effet, Elanziz Amidou explique qu'il y a du positif dans cette nouvelle réunion, puisqu'elle prouve que les syndicats sont aujourd'hui écoutés. Écoutez, le rapport de force n'est plus à démontrer. Donc aujourd'hui, nous sommes au travail. Donc nous travaillons pour converger vers un dialogue social constructif. Et pour l'heure, nous avons fait des propositions qui sont la proposition de l'intersyndicale, vous le savez. Donc nous attendons à ce que le gouvernement réponde quant à nos propositions et on verra par la suite est-ce que le dialogue social est en train de prendre ou bien le dialogue social est en train de s'enliser. Donc aujourd'hui, il est encore très prématuré de préjuger quant à l'issue des rencontres et des travaux qu'on a initiés. Selon Elanziz Amidou, le rapport de force semble s'être instauré entre l'État et l'intersyndicale constituée. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, nous avons accepté de travailler parce qu'il y a une ouverture, parce que le gouvernement a fait une ouverture, a accepté à ce que nous, l'intersyndicale, on puisse faire nos propositions et il faut qu'on brise avec l'habitude de se faire imposer par le gouvernement des mesures, des mesurettes, parce que c'est ça. Donc aujourd'hui à Mayotte, on a besoin des vraies mesures, on a besoin des vraies décisions qui vont aller dans le sens du développement du jeune département de Mayotte. Mayotte a besoin d'avancer, mais à quel rythme ? C'est bien là toute la question à laquelle les différentes missions gouvernementales devront répondre. Alors Pierre, on l'a vu, une réunion dont les membres de l'intersyndicale sont ressortis avec un goût un peu mitigé par rapport à ce qui a été dit.
Oui, mitigé, c'était la deuxième de la semaine. Il y en a eu une mercredi qui concernait le privé et l'application du code du travail. Et puis là, celle sur l'attractivité qui concerne là, pour le coup le public. Voilà, il y a deux, au sein de l'intersyndicale, il y a deux positions. On a plutôt Rivo Malala qui lui explique qu'il a l'impression qu'on tourne en rond, puisque ça fait des mois, des semaines, des mois qu'ils parlent de leurs revendications, et à chaque fois on leur demande de venir. Attention, il ne s'agit pas de négociation, il s'agit uniquement de présenter leurs revendications, des revendications qui ne datent pas d'hier. Rappelons-nous la CCT extraordinaire de 2010, où tout avait déjà été mis sur la table. 5 ans plus tard, ils ont l'impression d'être au point mort. Et puis il y a d'un autre côté, on le voit, Elan Amidou, qui explique que finalement le dialogue social semble s'instaurer. De toute façon, il y a 3 mois d'état d'urgence. Durant ces 3 mois, il n'y aura pas de grève générale. Donc en attendant, le dialogue est là, ils discutent, ils se réunissent. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Nous allons le voir. Il y a plusieurs missions qui vont arriver sur le département, 5 au total. Donc voilà, pour faire le bilan sur beaucoup de choses, notamment la reconstitution des carrières dans le public. On va voir ce qu'il en est ensuite. Le gouvernement doit apporter des réponses. Il y a 3 mois d'état d'urgence, mais les syndicats l'ont tous rappelé, les représentants syndicaux le rabâchent sans cesse. Dans 3 mois, s'il n'y a rien, la grève générale plane toujours sur le département. Alors on a vu, d'un côté, on est satisfait du fait que le dialogue social continue. Est-ce qu'on n'a pas peur que le mouvement s'essouffle justement d'ici la fin des 3 mois ? Écoutez, lorsqu'il parle de rapport de force, on est en plein dans le rapport de force. C'est-à-dire que voilà, il y a 3 mois de discussion. Maintenant, est-ce que dans ces 3 mois, ils vont s'épuiser ? On ne pense pas. Maintenant, on a eu un nouveau communiqué aujourd'hui de la part de la ministre de la fonction publique et de la décentralisation, Madame Lebranchu, qui dans son communiqué rappelle pour la fonction publique quasiment au mot près ce qu'elle avait rappelé, ce qui avait été dit lors de la clause de revoyure du 29 septembre. Alors ça, c'est le genre de choses qui risque de mettre à nouveau de l'huile sur le feu. On le voit, j'ai eu le secrétaire de l'UDUNSA dans la journée qui avait été absolument atterré, qui me disait voilà, il y a rien qui avance et on est toujours dans ce discours, dans ce dialogue de sourds. Maintenant, lui, le préfet essaie de faire son travail de médiateur, où il essaie vraiment d'expliquer qu'il va y avoir des missions, qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans ces 3 mois pour essayer d'avancer, pour essayer au moins sur certains points, de faire avancer les choses. On pense à l'application du code du travail, on pense aux conventions collectives qui pourraient être mises en place au fur et à mesure. Maintenant, à quel rythme, c'est toute la question, et le gouvernement a 3 mois pour répondre, auquel cas la grève générale pourrait reprendre. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et cela fait désormais partie de leur quotidien, un triste quotidien fait de violence et auquel élèves, parents d'élèves, professeurs et autres acteurs socio-éducatifs sont sans cesse confrontés. Des violences entre jeunes, des agressions lors de cambriolages ou encore dans la rue. Dans le 101e département, le phénomène n'épargne plus personne. Ainsi, pour lutter contre ce fléau, plusieurs dispositifs ont vu le jour dans les établissements scolaires de l'île. Nous sommes donc partis au collège de Chiconi où les parents d'élèves ont rencontré le principal afin d'évoquer cette problématique. Reportage à Shakila Youssouf et Fred Soulaimana. Cette course-poursuite est à l'image du quotidien violent auquel est confrontée la population mahoraise depuis plusieurs années maintenant. Les scènes de délinquance et autres phénomènes de violence sont devenus monnaie courante aux abords des établissements scolaires. Et même si l'ensemble des acteurs chargés de l'éducation travaillent en collaboration pour éviter les bagarres, de nombreux règlements de compte sont souvent à déplorer entre lycéens ou collégiens. Et pour ce proviseur du lycée de Kahani, les parents sont les mieux placés pour éradiquer ce phénomène de violence. Les parents ont constitué des petits groupes de discussion, de dialogue avec nous. Et lorsque notamment nous avions des difficultés de jeunes qui se battaient de 2 villages différents, les parents sont allés dans les villages, discuter avec les responsables et tenter de calmer la situation. Il faut absolument accompagner les jeunes. Dès l'instant où vous les laissez seuls, sans cadre, ils sont amenés à régler leurs comptes entre eux. Et donc là, la médiation est importante et il faut qu'il y ait un accompagnement, effectivement, pour que les jeunes se rendent compte que ils sont dans une société, la médiation dans les conflits est obligatoire, nécessaire. C'est aussi le rôle de la justice qui est nécessaire et obligatoire, qui doit être bien compris. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut aussi rappeler à tous ces jeunes, même si on les accompagne, le cadre juridique, ce que ne manque pas de faire dans l'établissement, ce que toute l'équipe ne manque pas de faire. Quand on a un incident, l'élève, bien sûr, est accompagné, il faut qu'il comprenne, mais il est sanctionné aussi, parce qu'il doit comprendre qu'effectivement, c'est la loi et que les choses ne sont pas permises. La violence n'est pas permise, elle ne peut pas être tolérée.
Le collège de Chiconi a été pris d'assaut ce matin par des parents d'élèves toujours en colère et qui ont peur pour leurs enfants. Dans tous les établissements scolaires confondus, les parents d'élèves disent en avoir assez que leurs enfants soient agressés en allant à l'école ou en sortant de classe. Un nouveau dispositif vient donc de voir le jour pour permettre aux parents d'être plus impliqués dans la scolarité de leurs enfants, comme nous l'explique ce principal de collège. Nous avons commencé un cycle actuellement dans le cadre l'école, parents, l'école a besoin de vous. Effectivement, ça veut bien dire ça, on a besoin d'eux. Donc on fait venir actuellement les parents d'élèves de 6e. C'est une séquence, un cycle adressé à ces parents-là. Et on met en place un partenariat, une collaboration avec les CEMEA, de manière à expliquer aux parents comment, en tant que parents d'élèves, et là je ne dis pas parents simplement de leurs enfants, mais en tant que parents d'élèves, ils peuvent mieux l'aider à comprendre ce qu'on attend de lui et mieux travailler à la maison. Afin d'améliorer la communication avec les parents d'élèves du collège de Chiconi, certains passages du carnet de liaison sont écrits en arabe, en maoré ou en kibushi. Mais la violence ne touche pas seulement les établissements scolaires. La population de Mayotte la vit quotidiennement. Municipalités, associations, parents d'élèves, tous souhaitent désormais se mobiliser pour lutter contre ces violences. En effet, policiers et gendarmerie ne sont plus ni craints ni respectés par des délinquants qui n'ont peur de rien. Cela fait maintenant 16 ans que le concours de plaidoirie des lycéens a été créé en France. Et pour la première fois cette année, des élèves du lycée mahorais y participent. 2 élèves en classe de première STI 2D ont ainsi été sélectionnés pour participer à la deuxième étape du concours organisé par le Mémorial de Caen. Et pour cette édition 2015, c'est la question de l'atteinte aux droits de l'homme qui est abordée. Les 2 élèves vont donc devoir convaincre leur auditoire pour pouvoir accéder à la troisième étape qui se tiendra fin janvier à Caen devant de nombreux intellectuels. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Alors, nous évoluons par la violence à l'intérieur d'un espace délaissé, tant par nos enseignants que par nos parents. Que fait l'État? Que font nos élus de Mayotte? Un texte qui sonne comme un cri d'alerte adressé aux décideurs, hommes politiques, parents d'élèves ou autres professeurs. Tous sont les destinataires de cette plaidoirie dont les mots choisis de ces 2 adolescentes de 16 ans ont su attirer l'attention des membres du jury du concours de plaidoirie des lycéens. La joie et la fierté d'avoir été sélectionnés pour la deuxième étape est palpable, même si le plus important pour ces 2 jeunes filles reste de passer un message pour que les choses changent. Moi, au début, quand on nous a dit qu'on allait faire le concours, j'ai fait genre pour rigoler, je disais aux autres, de toute façon, on savait qu'on allait gagner. Après, sur le coup, quand on nous l'a dit, on était étonnés. Du coup, ça nous fait du bien, on se dit, comme on dit, Inch'Allah, si on est sélectionné, on pourrait aller à l'extérieur, aller voir comment ça se passe. Même moi, j'ai été victime de ces violences devant le lycée en plus. Il y avait des bagarres entre les gens de Tingoni et Kombani. Et il y avait même des armes comme le coupe-coupe qui normalement ne devait même pas s'utiliser pour des bagarres. J'étais choquée. Passé à la deuxième étape de leur concours, l'exercice est difficile, mais nos 2 élèves gardent le moral car leur participation est à marquer d'une pierre blanche et le sujet trop important pour se laisser intimider. Encadrées par leurs professeurs de lettres, elles ont mené un travail de réflexion et de recherche pour écrire leur plaidoirie. Elles sont, cela dit, encore loin d'avoir terminé et se lancent donc devant leurs professeurs à l'exercice des 8 minutes de plaidoirie filmée. C'est un sujet qui, je pense, a attiré l'attention du Mémorial de Caen parce qu'elles ont en fait choisi un titre assez percutant, c'était Mayotte, une île dangereuse. Et l'idée, c'était de faire ressortir de Mayotte les différentes problématiques qu'on peut y trouver. Donc aussi bien au niveau de l'éducation, de la violence, la drogue et la misère en fait qui se passe, alors qu'on est dans un département français. Voilà, donc ce qui soulève beaucoup de questions et de difficultés à expliquer les choses de leur point de vue, et non pas d'un point de vue politique, mais de leur point de vue en tant qu'élèves de 16 ans au lycée.
À la fin, si nos 2 lycéennes sont sélectionnées pour la 3e étape, elles partiront pour Caen. Une dernière épreuve qui consiste à présenter sa plaidoirie devant de nombreux intellectuels, professeurs, historiens et bien d'autres acteurs de la pensée humaine, avec l'espoir peut-être de remporter un prix des plus prestigieux remis par l'Association des écoles d'avocats. Alors avec nous Laetitia Pau, professeure de lettres au LEP de Cahagny, on l'a vu, on vous a vu dans le sujet. Oui. Alors ces 2 élèves préparent une étape importante et on l'a vu, le choix de la thématique a donné lieu à cet intitulé « Mayotte, une île dangereuse ». Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les élèves ont choisi ce titre ? Alors, il s'avère que ce projet, en fait, n'est pas à mon initiative à la base. Il est à l'initiative de Gilda Zonzon, une collègue du collège de Chiconi, qui avait pour objectif de créer un projet autour de la justice et moi. Et je m'étais greffée à ce projet en faisant concourir les élèves au concours de la plaidoirie au mémorial de Caen. Et l'objectif, c'était en fait de défendre une atteinte aux droits de l'homme. Et les conseils qui m'ont été donnés lors de cette inscription, c'est de parler de Mayotte, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il se passe à Mayotte. La preuve aussi en est, c'est que lors de notre inscription, Mayotte n'était pas inscrit en tant que département français dans leur fiche inscriptive. Donc il a fallu mener de front ce projet qui a eu quelques aventures. On a quand même tenté l'expérience, on a accepté que les 2 filles, Maëda et Oulaya, soient sélectionnées. Et leur sujet a été intéressant parce qu'il a, je pense, balayé plusieurs problématiques de Mayotte, dont la violence dans les établissements et en dehors des établissements, la drogue, et ainsi que tout ce qui est les problématiques liées à l'éducation. Donc voilà, et je pense que c'est ce qui a attiré l'attention du mémorial de Caen lors de leur première phase de sélection. Alors, quelles difficultés ont pu être rencontrées ou vont rencontrer ces jeunes filles ? Alors, je suis à Mayotte depuis 1 an et quelques mois et en fait, c'est le fait de communiquer, de dire ce qu'il se passe. Elles ont fait ça d'un point de vue personnel, d'élèves de 16 ans au lycée, et il a fallu par là même de concevoir des sources, donc aussi bien sur des journaux qu'au CDI, ou de par les témoignages de leur famille ou de leurs proches. Et allié à ça, il y a une certaine peur aussi de leur part de dire les choses. Une communication qui se fait à cœur ouvert et c'était particulièrement difficile pour elles, je pense. Donc voilà. Alors comment envisagez-vous la prochaine étape si elles sont sélectionnées ? Alors la prochaine étape, c'est qu'elles doivent passer devant un public donc d'universitaires, d'intellectuels, de professeurs. Et en fait, ce concours est international. C'est pas seulement la France ou les DOM qui sont intégrés à ce concours, c'est international. Donc c'est une chance pour elles. Et elles vont passer devant un jury de la même manière, 8 minutes, mais seules en scène. Alors la date de la prochaine étape ? Alors la date, elle n'est pas très précisée. C'est simplement fin janvier, comme la date de celle de la sélection où je dois envoyer la vidéo avant demain, 1er décembre. Et là, on est dans l'expectative. Il faut qu'on attende déjà cette phase qui est une étape quand même importante et je pense pour elles une énorme étape au vu du fait qu'elles sont en première et qu'elles passent le bac de français. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on attende avec patience et après les choses se feront d'elles-mêmes, j'espère. Donc, voilà. Merci beaucoup Laetitia Pau. Je rappelle, vous êtes professeure de lettres au LEP de Cahagny. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 30 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Alors qu'Air Austral affichait un redressement spectaculaire de ses finances avec un retour aux bénéfices en 2015, la CEMATRA, actionnaire majoritaire de la compagnie, qui n'est autre que la région Réunion, était épinglée par la Chambre régionale des comptes. Les magistrats ont estimé que l'entreprise était financée par des fonds publics et c'est dans cet esprit que la CRC prônait la dissolution pure et simple de la CEMATRA, décrite comme une société écran à la régularité contestable. Son président, qui n'était autre que Didier Robert, également président de région, avait démissionné, imposant de fait une réorganisation structurelle. Mais ce n'était pas assez pour la Chambre. En effet, la CEMATRA avait un capital composé à 70% de fonds publics et détient 98% des parts d'Air Austral, alors que la loi n'autorise que 33% de présence publique dans une entreprise dite privée. La situation va probablement évoluer puisqu'une réunion se serait tenue samedi soir entre la direction d'Air Austral et celle d'Air Caraïbes. Cette dernière pourrait ainsi entrer au capital de la compagnie réunionnaise, rééquilibrant ainsi la donne en termes de capital et sortir d'une illégalité déclarée par la Chambre régionale des comptes. Selon nos informations, une première proposition de rachat a cela dit été formulée par la direction d'Air Caraïbes, mais elle aurait été refusée par Air Austral, qui la juge insuffisante.
Le procès de l'affaire Roukia s'est tenu la semaine dernière, nourrissant les craintes de justice coloniale, expression souvent employée durant les 5 années d'instruction. Cela n'aura pas été le cas et les débats ont été conduits d'une manière magistrale par le président Laurent Sabatier et le procureur Joël Garrigue. Si les rebondissements étaient bien présents, la semaine a été sereine. Les mots ont été très durs envers les prévenus et les dysfonctionnements graves du GIR n'auront eu de cesse d'être dénoncés. Tout a été mis en œuvre pour que la vérité éclate et le procureur de la République Joël Garrigue a ouvert ses réquisitions en précisant qu'un premier volet se refermait avec Roukia, mais qu'il y en aurait 2 autres concernant le GIR, toujours à l'instruction. Mansour Kamardine l'a d'ailleurs annoncé dans sa plaidoirie, l'ancien procureur Philippe Fezandier serait au cœur de ce qu'il qualifie de saison 2 en préparation. Pour l'heure, il n'y a plus qu'à attendre le 20 janvier prochain, date à laquelle le président Sabatier rendra le jugement du tribunal dans l'affaire Roukia. L'excellence du procès qui s'est achevé a permis de renouer la confiance entre une population et sa justice, ce qui jusqu'à présent était loin d'être le cas. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, a mené dernièrement des études dans les Outre-mer français afin d'établir une cartographie précise du potentiel radon et des risques inhérents à sa présence. La méthode appliquée vise à estimer le potentiel radon des formations géologiques, c'est-à-dire leur capacité à générer du radon en surface. Ce gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium, présent naturellement dans le sol et les roches, forme en se désintégrant des descendants solides radioactifs. Ces derniers peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et une fois inhalés se déposer le long des voies respiratoires. D'après les évaluations conduites en France, le radon serait la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac et devant l'amiante, et serait responsable de 42% de l'exposition humaine à la radioactivité. Le flux naturel de radon peut se retrouver plus concentré dans les espaces clos. Il est donc nécessaire pour en diminuer les concentrations d'aérer et de ventiler les maisons, d'utiliser des vides sanitaires ou de colmater les fissures au niveau du sol. Si la teneur domestique moyenne avoisine en France les 65 becquerels mètre cube, il existe un plan national 2005-2008 contre le radon dont l'ASN a publié le premier bilan d'action le 26 avril 2010, peu après que le Haut Conseil de la Santé publique ait recommandé une importante réduction du seuil d'exposition. Or, à Mayotte, il n'a jamais fait partie des inquiétudes, bien que l'ensemble de l'île se situe dans la catégorie commune à potentiel moyen ou élevé. Cette étude réalisée par l'IRSN présente un intérêt certain, qu'il conviendra de prendre en considération dans la manière de vivre et de construire. Et on termine cette édition avec du sport, avec la saison de foot en DHT qui a vécu sa 22e et dernière journée de championnat ce samedi. L'AS Rosador de Passamanti a affronté les enfants de Mayotte de Bendrabois. Une rencontre au sommet puisque le vainqueur a gagné sa place pour le niveau supérieur. Au terme d'un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses, ce sont finalement les joueurs de Passamanti qui se sont imposés 2-0. Résumé dans ce sujet signé Sophie Huvet, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Samedi 28 novembre à 15h30, l'AS Rosador accueillait sur son terrain les enfants de Mayotte de Bendrabois pour un match retour à fort enjeu puisque le résultat du jour allait être déterminant pour la montée en DH. Au vu de la saison, les deux équipes méritaient autant cette montée avec des jeux offensifs tout au long du championnat. À l'image d'une finale, ce match promettait d'être beau. Devant les caméras de KTV en direct sur Kwezi FM, le coup d'envoi est sifflé. Le match commence timidement, les joueurs de part et d'autre sont tétanisés par l'enjeu et le ballon est plus souvent dans les airs qu'au pied. Aucune domination concrète et l'espoir d'un changement de rythme se fait attendre. Rosador va profiter d'une faute à son avantage pour bénéficier d'un coup franc bien placé que Oudouna numéro 16 va tirer. Et c'est Sandy Aziré qui va tirer et but! Superbe coup franc! C'est un véritable chef-d'œuvre que vient de marquer l'équipe de Passamanti qui vient d'ouvrir le score. C'est la liesse sur le terrain, c'est la joie, les speakers, les spectateurs sont joyeux, tout le monde est enchanté sur le terrain de Passamanti et c'est 1-0 pour AS Rosador de Passamanti. L'ouverture du score doit permettre de libérer les joueurs de Passamanti dont la victoire est indispensable pour prétendre à la montée.
Alors qu'un simple nul suffit aux enfants de Mayotte pour voir la DH au bout de leurs crampons. Mais un match n'est jamais gagné d'avance et les Bleus de Bandrabois n'ont pas d'autre choix que d'attaquer. De nombreux coups de pied arrêtés sont tirés dû à un festival de fautes des deux équipes qui sclérosent le match. Le score est toujours de 1-0 pour Rosador qui reprend l'ascendant avec quelques attaques qui arrivent jusque dans la surface. Ces attaques finiront finalement par payer pour Rosador qui va alourdir le score en fin de première mi-temps. But! Superbe but! But de renard de surface, un véritable renard de surface, le numéro 4 de la S Rosador de Passamenti qui veut donc crucifier, il a littéralement crucifié le gardien d'enfant de Mayotte, de Bandrabois, qui est battu, qui ne peut littéralement rien faire sur cette action. Et voilà le but du 2-0 en faveur d'AS Rosador de Passamenti. Enfant de Mayotte doit tenter le tout pour le tout, mais les joueurs se précipitent trop et vont louper de belles occasions qui auraient pu changer le match. À quelques minutes de la mi-temps, l'équipe de Passamenti perd un joueur déterminant sur blessure, Oudouna numéro 16 qui a marqué le premier but. Une déchirure abdominale l'empêchera de reprendre en deuxième mi-temps et il partira finalement avec les pompiers. Une pause que chaque équipe va mettre à profit pour l'hydratation indispensable à la fraîcheur des joueurs, mais surtout à la motivation des troupes. Le clan des Bleus est sous tension et les Verts sont déterminés à maintenir ce score, synonyme de montée en division d'honneur. Ces matchs, c'est pas encore gagné, on mène 2-0 effectivement. Je suis relativement soulagé, mais bon, c'est pas fini. On prétend à la montée, je l'ai déjà souligné dès le départ, que l'objectif de la saison c'était la montée. La deuxième mi-temps est clairement celle de Bandrabois avec toujours autant de fautes qui empêchent toute action d'aller à son but final. Les Bleus ne sauront pas concrétiser. Le match se conclura sur un score déjà acté en première mi-temps. Rosador a gagné son billet pour l'ADH et devra travailler fort pour retrouver son meilleur niveau. C'est la fin du match ici à Passamenti, scène de liesse, scène de joie. Passamenti accède enfin à la DH, le club mythique de la S. Rosador va donc effectuer la saison prochaine en division d'honneur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur WAM5. Et dans quelques instants, retrouvez la météo présentée par Ornella Perrine. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.